Journée chargée pour la patronne du Fonds monétaire international en visite au Mali, Christine Lagarde, a eu un entretien avec le Premier ministre, les femmes leaders et prononcé enfin un speech au Conseil économique, social et culturel. Un an jour pour jour que les djihadistes franchissent la ligne de démarcation et engagent dans les environs de Konna le combat avec les militaires maliens. Les acteurs de l'événement nous font ici le récit des 48 heures de résistance avant l'arrivée de Servala. Hommage à tous nos héros militaires comme civils tombés à Konna et sur d'autres champs de bataille. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous démarrons par ce communiqué. À l'occasion du voyage officiel en République islamique de Mauritanie de son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, le protocole de la République invite à l'aéroport international de Bamako-Sénou le vendredi 10 janvier 2014 les membres de la délégation présidentielle. À 7 heures, les membres des corps constitués désignés. À 8 heures, le décollage de l'avion présidentiel est prévu pour 8h30 et par la même occasion, l'ambassadeur du Mali à Nouakchott invite l'ensemble des ressortissants maliens à Nouakchott et à Nouadhibou à réserver un accueil chaleureux au président Ibrahim Boubacar Keïta. Le Fonds monétaire international s'engage donc à soutenir les réformes économiques des autorités maliennes et cela afin de permettre à notre pays d'accroître son indice de développement. C'est l'annonce faite par la patronne du FMI reçue en audience tout à l'heure, il y a quelques instants donc, par le président de la République. Christine Lagarde a été interrogée par Mohamed Diarra à sa sortie d'audience. Le reportage dans quelques instants. Donc, journée chargée, je vous l'annonçais, pour la directrice générale du FMI en visite au Mali. Au Conseil économique, social et culturel cet après-midi, Christine Lagarde a rappelé l'impérieuse nécessité pour notre pays de développer ses différentes potentialités. Pour ce faire, elle a rappelé que le Mali peut compter sur l'intuition qu'elle dirige. La directrice du FMI a aussi salué et encouragé l'engagement du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à lutter contre la corruption. Amadou Sankari. Selon le chef du gouvernement, le FMI est resté aux côtés de notre pays, même aux périodes les plus dures de la crise, ce qui a facilité, selon lui, le retour de la plupart des partenaires du Mali. Ajoutez à cela les efforts du gouvernement, vous aurez les ingrédients de la croissance que connaît notre pays, une croissance estimée à environ 5,1%. Pour sa part, la directrice du Fonds monétaire international a promis de défendre les intérêts du Mali en encourageant les programmes en cours en vue d'une sortie de crise acceptable. Christine Lagarde a également encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts de redressement et de lutte contre la corruption, sans oublier la réduction continue des subventions de l'État à certains secteurs. Il ne faut pas me stresser. Toutes nos excuses. Deuxième jour de la visite au Mali donc du patron du FMI, Christine Lagarde a rencontré le Premier ministre malien avec une dizaine de membres du gouvernement au cours des échanges. Oumar Tatamli a remercié l'engagement du FMI aux côtés du Mali durant la crise. Le reportage que vous venez de suivre est donc sur le sujet. Avec les femmes leaders, c'est autour d'un déjeuner que les échanges se sont déroulés. Une rencontre qui a permis à Christine Lagarde de faire connaissance avec les femmes leaders du Mali et par la même occasion leur prodiguer des conseils pour la bonne marche de leur carrière professionnelle. Le compte rendu, Rachel Tessougé. Au cours de ce déjeuner, la directrice générale du Fonds monétaire international a partagé son expérience professionnelle avec quelques femmes leaders du Mali. Chacune d'entre nous, puisqu'on est des femmes leaders de plusieurs secteurs, certaines sont politiques, d'autres sociétés civiles, donc vous voyez, des femmes entrepreneurs et tout, chacune dans son secteur est femme leader, elle apporte quelque chose pour son pays, pour la communauté. Les femmes leaders présentes pensent que cette rencontre peut être une source d'inspiration pour la bonne marche de leur carrière professionnelle. C'est très très bénéfique. On a fait le tour de toutes les questions qui peuvent se poser aux femmes, que ce soit des questions de promotion, que ce soit des questions de promotion au niveau des gouvernements ou bien au niveau des parlements ou bien au niveau des élus. En gros,
Donc on a vraiment échangé et elle a montré sa disponibilité à continuer à échanger. C'était un cadre informel, mais elle nous a promis de formaliser ce cadre-là. Le Fonds monétaire international est une institution regroupant 185 pays. Son rôle est de promouvoir la coopération monétaire internationale, de garantir la stabilité financière et de faciliter les échanges internationaux. Le président du Haut Conseil des collectivités territoriales a respectivement reçu en audience le nouveau représentant de WaterAid et le coordinateur national de la coalition malienne. Publié ce que vous payez. Oumarou Ag Ibrahim a abordé avec chacun ce que doit être sa contribution au développement socio-économique. Youssouf Diakité. Les représentants de la première organisation reçue par le président du Haut Conseil des collectivités, c'est bien ceux de l'ONG internationale WaterAid. Avec eux, il a été question de l'accès des populations à l'eau potable et à tous les niveaux. Ces derniers ont saisi l'occasion pour demander l'accompagnement du Haut Conseil des collectivités territoriales. C'était principalement une visite de courtoisie. Aussi une visite pour exprimer au Haut Conseil notre gratitude pour tout le soutien et aussi renouveler notre engagement dans la collaboration avec les collectivités territoriales. Ensuite, le président du Haut Conseil a reçu la coalition malienne publier ce que vous payez. Nos échanges ont porté sur les résultats de nos études et recherches-actions que nous avons eu à mener. La coalition malienne publie ce que vous payez et travaille dans le domaine des industries extractives. Qui dit industrie extractive au Mali aujourd'hui parle de l'exploitation minière, notamment l'or. Chacun se dit dans son domaine prêt à accompagner le Mali dans son combat pour assurer le bien-être des populations. Conférence de presse de la MINUSMA, c'est pour publier le bilan des 6 mois de sa présence au Mali. Tenu au siège de la MINUSMA, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali a retracé le chemin parcouru, les réalisations et les défis à relever. Al-Husseini Touré. L'intervention de la MINUSMA a connu des avancées dans le sens du rétablissement de l'autorité, de la sécurisation et du processus électoral, dixit Bert Koenders. La fin de l'année 2013 consacre aussi, comme j'ai dit, 6 mois de présence officielle de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Ce sont beaucoup de mots, c'est pour cela qu'on dit MINUSMA, établie, comme vous le savez, par la résolution 2100 du Conseil de sécurité. Depuis cette date, le Mali a fait des avancées importantes dans le processus de stabilisation et de rétablissement de l'ordre constitutionnel. Le mandat de la MINUSMA a bénéficié d'un consensus large de la communauté internationale. Aussi, son application repose sur 4 éléments, à savoir la sécurité, la promotion du dialogue, la restauration de l'autorité de l'État malien et les actions de développement. En général, on peut dire que la situation sécuritaire est nettement améliorée sur l'étendue du territoire. À ce jour, 5534 casques bleus opèrent au Mali. Ils attendent de voir leur nombre augmenter considérablement. Les promesses de certains pays africains et de la Chine y contribueront sans doute. Passation de commandement au camp de garde de Ntomikorobougou entre l'ancien chef d'état-major et le nouveau, le colonel Zoumana Diawara. Ce dernier s'engage à donner une nouvelle dynamique aux unités de la garde dans les régions du Nord. Cette cérémonie militaire était placée sous la présidence du ministre de la Défense et des anciens combattants, Moussa Fane, compte rendu. C'est le colonel Zoumana Diawara qui est désormais le chef d'état-major de la garde nationale du Mali. Il a été investi dans ses fonctions ce jeudi au camp de garde de Tomokorobougou. Le nouveau chef d'état-major de la garde nationale souhaite dynamiser les unités de la garde nationale dans les régions du Nord pour le retour de l'administration. Ma priorité, c'est d'abord de maintenir l'élan imprimé par mes prédécesseurs dans un premier temps et dans un deuxième temps de faire revivre les unités qui sont implantées au Nord pour le retour effectif de l'administration et les services techniques de l'État. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a invité le nouveau chef d'état-major de la garde nationale à une gestion rigoureuse et équitable des ressources humaines. C'est une cérémonie d'autant plus significative pour nous qu'elle se situe à peu près à une semaine de la commémoration du 20 janvier, qui va
être la première commémoration de la fête de l'armée après l'occupation des 2 tiers de notre territoire. Ce qu'on attend de lui, c'est d'abord de bien gérer, comme le stipulent les textes, de commander aux hommes conformément au règlement, pour le bien du service et dans l'accomplissement correct de leur mission, et d'avoir une gestion rigoureuse, équitable et transparente des ressources humaines qui lui sont confiées, de manière à ce que le moral de la troupe soit toujours au niveau requis. Cette cérémonie de passation a été également marquée par la revue des troupes et le défilé des forces armées et de sécurité. Et conférence de presse du président du SNID Faso Iruato, Maître Muntagata, ce matin à la Maison de la Presse. L'objectif de cette conférence que le parti tient à chaque début d'année est de discuter avec les journalistes sur la vie du parti, mais aussi de présenter les vœux de bonnes et heureuses années à tout le peuple malien. Mahamadou Doumbia. Chaque début d'année, le SNID Faso Iruato anime une conférence de presse pour présenter ses vœux de bonheur et de prospérité et discuter avec les journalistes sur la vie du parti, celle de la nation et les relations entre le SNID Faso Iruato et la presse. Au cours de cette conférence, Maître Muntagata a parlé de la situation sociopolitique et sécuritaire du Mali, la liberté de la presse, les violences perpétrées contre certains journalistes, le retour de la paix et le déclenchement de la stabilité dans notre pays. Ceux qui sont morts ont triomphé par leur bravoure. Nous devrons triompher par le travail. Pour plus de bonheur pour tous, pour plus de justice pour tous, pour plus d'éducation pour tous, pour plus de santé pour tous et enfin pour plus d'emplois pour tous. Les citoyens maliens de 2014 devront voir l'institution judiciaire progresser vers plus d'équité, sinon d'égalité. Le président du SNID Faso Iruato a aussi rendu un hommage mérité aux vaillants soldats nationaux ou des pays amis morts au front lors de l'occupation de notre pays par des terroristes et des narcotrafiquants. Grâce au concours de nos chefs religieux qui ont combattu les thèses des prétendus djihadistes, de la France de François Hollande à travers l'opération Serval, de l'ONU par l'amunissement, du Tchad et de la CEDEAO, le sacrifice des soldats morts doit nous rappeler à toute heure que de nombreux devoirs, aussi urgents les uns que les autres, s'imposent à nous. À propos des questions posées par des journalistes, par exemple à l'élection législative, Maître Muntagata dit avoir accepté avec philosophie son départ de l'hémicycle, car, a-t-il ajouté, ne pas faire partie de l'hémicycle ne signifie pas une mort politique pour un candidat. La vie continue. En ce moment, il faut pouvoir l'expliquer. Le 9 janvier 2013, les forces armées maliennes sur la première ligne à Konna ont livré une bataille rude pour freiner l'avancée des djihadistes. Un an après, les acteurs de ces événements nous font ici le récit des 48 heures de résistance avant l'arrivée de Serval. Mariam Sagara. 9 janvier 2012, l'an 1 de la bataille de Konna. Ce jour-là, l'armée malienne a été mise à rude épreuve. C'était une armée ébranlée et fatiguée qui faisait face aux assauts de l'international djihadiste. C'est à partir de la perte des régions nord que Sévaré est devenu une plateforme de regroupement pour les forces armées maliennes. Et l'esprit, c'était de reconstituer les forces à ce niveau. Et de l'autre côté, sur le fuseau ouest, au niveau de Djabali, afin de pouvoir remonter pour la reconquête de ces régions perdues. Malgré les échecs dans les 3 régions du pays, le commandant des forces opérationnelles s'est choisi une ligne infranchissable par l'ennemi avec ses moyens quasi inexistants. Et la montée en puissance était effective, bien vrai que les moyens nous parvenaient de façon très parcellaire et à un rythme suffisamment réduit à cause des ressources de l'État bien entendu, mais beaucoup d'efforts ont été faits. Il y a eu des entraînements au niveau de Sévaré, des formations au niveau de Sévaré, au niveau de Sofara, au niveau de Banyangara même, et au niveau de Konna. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, il y a eu des tranchées qui ont été creusées à certains endroits à Konna, et l'organisation des forces sur Konna était très avancée en réalité. Donc avec le peu qu'on avait, on pouvait faire quelque chose et c'est ce quelque chose que nous avons fait. La plateforme de Sévaré qui bloquait les issues à l'avancée de l'ennemi était composée de soldats qui avaient à cœur de se battre sur le feu les mains nues pour freiner la route aux djihadistes. Un général allemand, von Kluck, qui commentait la bataille de la Marne de 1914, il disait ceci en substance, que des hommes se fassent tuer à la guerre, cela est une chose bien connue et escomptée dans tous les plans de bataille. Mais que des hommes, après avoir reculé pendant des jours, que des hommes morts de soif, de fatigue,
puisse reprendre le fusil et au son du clairon repartir à l'attaque, cela est une chose non ordinaire avec laquelle on n'a jamais appris à compter et une possibilité qui n'est jamais envisagée dans nos écoles de guerre. Du lot des combattants, quelques militaires se sont fait distinguer pour l'assaut final. Les commandos volontaires ont marqué un grand coup chez l'ennemi au cours des combats. C'est un groupe de militaires de tout grade et de toutes armes confondues qui n'avaient qu'un seul point focal, un seul point commun, une caractéristique commune, la volonté de se battre pour la patrie. Les chefs assévarés étaient conscients du danger qui les menaçait. Cela n'a jamais arrêté leur ambition de remonter en puissance. On avait une idée de la capacité de cet ennemi. On ne donnera pas de chiffres, mais c'était des effectifs et des moyens nettement supérieurs à ceux qui se trouvaient à Kona et à Bandiagara. Nous le savions bien entendu, mais ce n'était pas une raison également d'abandonner. Nous, en fonction de ces menaces qui montaient, qui devenaient récurrentes, on a été déployé initialement dans un premier temps à Kona pour un séjour d'environ 3 mois au cours duquel on a pu élucider toutes les menaces. On faisait des patrouilles à l'avant de nos dispositifs à environ 50-60 km pour montrer à l'ennemi que nous aussi on est là, marquer notre présence. On a été relevé le 29 décembre 2012 et le 9 janvier 2013, soit environ toutes nos excuses pour ce problème. Vous aurez certainement, d'ici la fin de cette édition, peut-être, le reste de ce reportage. Une soixantaine d'élèves fonctionnaires de l'École nationale d'administration sont formés en gouvernance démocratique. C'est à la faveur d'un atelier de 3 jours ouvert ce matin et qui vise à promouvoir la culture de la bonne gouvernance et de la démocratie dans notre pays. Le compte rendu de Sokona Kamisoko. L'École nationale d'administration et l'ambassade de France ensemble pour promouvoir la bonne gouvernance et la démocratie au Mali. C'est dans ce cadre qu'une soixantaine d'élèves fonctionnaires suivent une formation sur la gouvernance démocratique. La rencontre aborde également d'autres thèmes tels que la relance économique, l'accès aux services sociaux de base et la réconciliation nationale. Le souhait de la réflexion sur la refondation de l'État, sur la gouvernance démocratique, sur la redevabilité, sur le contrôle citoyen, tous ces thèmes qui sont portés au plus haut niveau aujourd'hui, au niveau de l'État, sont ceux sur lesquels aussi les partenaires techniques et financiers doivent pouvoir apporter leur contribution. Ça rentre dans ce qui doit être fait au niveau de la fonction publique, de pouvoir intégrer aussi toutes les problématiques liées à discussions sur les grands thèmes de société. Votre présence à nos côtés de manière pragmatique et efficiente pour l'émergence d'un leadership imbu des valeurs républicaines en capacité de relever les défis multiformes de cette période post-crise. La rencontre dure 3 jours. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de la gouvernance démocratique au Mali. 4e conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et du développement durable, l'AEDD. Pour 2014, l'agence accentuera ses interventions sur la promotion de la communication, la promotion de la citoyenneté environnementale et sur le démarrage de 4 nouveaux projets relatifs au changement climatique. Abdrahman Mega. Les administrateurs ont passé en revue l'état d'exécution des recommandations de la 3e session du conseil d'administration, analysé le rapport d'activité 2013 et adopté le projet programme 2014. Avec plus d'1 milliard de francs CFA en 2014, l'AEDD axera ses interventions sur l'élaboration de la stratégie nationale de développement durable, sur la collecte et la gestion de l'information environnementale et sur l'opérationnalisation des textes relatifs à la protection de l'environnement. On peut dire aujourd'hui que tous les textes législatifs et réglementaires existent en matière de protection de l'environnement, en matière de gestion des ressources naturelles. Mais cela n'a pas empêché la détérioration du cadre de vie. Après des moments de turbulence dus à la crise politico-sécuritaire, l'Agence de l'environnement et du développement durable retrouve désormais ses marques avec l'acquisition de 4 projets. Ces programmes relatifs aux effets des changements climatiques permettent, courant 2014, à l'AEDD de mobiliser plus de 35 millions de dollars, soit 17 milliards de francs CFA. L'AEDD a eu une année bien remplie sur des domaines stratégiques dont la mise en route
va permettre de résoudre plusieurs difficultés opérationnelles constatées. Les activités inscrites à l'agenda de ces projets sont l'opérationnalisation du fonds climat, l'intégration des changements climatiques dans les projets de développement, le renforcement de la communication pour la promotion de la citoyenneté environnementale, entre autres. 11e conseil d'administration du Centre de recherche, d'études et de documentation pour la survie de l'enfant, CREDOS, au centre des préoccupations de cette session, la réduction de la mortalité infanto-juvénile. Moïse Traoré. Le Centre de recherche, d'études et de documentation pour la survie de l'enfant, CREDOS, qui en est à la 11e session de son conseil d'administration, travaille à la réduction des causes de mortalité liées au paludisme, aux infections respiratoires et à la malnutrition des tout-petits. Son projet de budget 2014 est d'environ 314 millions. Nous espérons pourra nous permettre de mener de nouvelles recherches, de restituer et disséminer, publier la recherche que nous avons faite sur la mortalité des enfants, le suivi de la mortalité à temps réel. Nous voulons mener deux nouvelles recherches, chercher des moyens ou bien faire le plaidoyer pour que nous puissions avoir une voie d'accès. Malgré la crise politico-sécuritaire de 2012, le CREDOS a pu réaliser des activités. En 2013, le CREDOS a réussi un niveau d'exécution de 98,02% de son budget, avec un taux exceptionnel de mobilisation de 273% des fonds des partenaires. Des fonds initialement prévus avec les partenaires pour mener des recherches, dont l'une des plus importantes est trouver une stratégie pour mesurer la mortalité à temps réel, ne plus attendre chaque 5 ans pour estimer la mortalité des enfants. Parmi les acquis de 2013, le centre se réjouit de l'élaboration de son projet d'établissement sur 5 ans et de la validation du protocole d'études sur l'utilisation de la téléphonie mobile. Un instrument qui contribuera à l'amélioration de l'accès aux soins essentiels communautaires dans la région de Ségou. 4e réunion du comité technique d'orientation du programme de développement de l'irrigation du bassin du Bani et à Sélengue de la zone de Manikura. Au cours de la réunion, le projet de programme d'exécution technique et budgétaire pour la campagne 2014-2015 a été examiné. Brahima Kone, compte rendu. La campagne agricole 2013-2014 dans le périmètre de Manikura s'est caractérisée par une pluviométrie abondante pendant les mois de juin, juillet et septembre, ainsi qu'une crue du fleuve Sankarani. L'objectif en matière de culture céréalière d'hivernage est atteint à 65,5% et les réalisations des cultures maraîchères s'élèvent à 97%. C'est ce qui ressort de la 4e session du comité technique d'orientation du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Sélengue PDI-BS. Au niveau de la composante A, qui concerne le développement des infrastructures de production, l'étude du CI de Kourouba est presque finie. Dans les composantes appui à la production agricole, nous avons pu élaborer 5 sous-projets à l'intention des propriétaires de la zone. Ce sont des sous-projets qui doivent être soumis au financement du PAPAM. La 4e session du PDI-BS aura aussi permis d'examiner le projet de programme d'exécution technique et budgétaire pour la campagne 2014-2015. À cet effet, il est prévu d'injecter 4 milliards de francs CFA dans la réalisation de plusieurs actions pour rehausser le taux de productivité agricole. 4 milliards doivent être mobilisés. Dans la zone de Sélengue, il n'y a que la BAD qui intervient avec l'État malien. Et la BAD pour à peu près 92% du financement. Et beaucoup d'activités ont été vraiment retenues pour le renforcement des capacités, pour la réalisation de certaines activités en matière de pêche et d'environnement. Cette session a été une occasion pour retracer la voie du renouveau de l'action agricole dans la zone de Manikura. Le PDI-BS est sous tutelle de l'Office de développement rural de Sélengue-Odérès. Les populations de Mamassoni, dans la commune urbaine de Sikasso, auront bientôt un centre de santé communautaire. C'est le fruit du jumelage entre Brive-la-Gaillarde et Sikasso. La cérémonie de pose de la première pierre de l'infrastructure a eu lieu hier mercredi. Compte rendu depuis Sikasso de Sekou Konaté. L'infrastructure sanitaire qui sortira bientôt de terre, objet de la présente cérémonie, sera bâtie sur une superficie de 2500 mètres carrés. Elle comprendra une maternité, un dispensaire, une pharmacie et un hangar pour la CPN.
Le tout pour un coût total de 50 millions de francs CFA, financé par Brive-la-Gaillarde, ville jumelle de Sikasso. Depuis sa création, l'association a entrepris plusieurs activités, notamment l'étude de faisabilité du CESCOM, la mobilisation des fonds de 1 300 000 francs CFA. Pour les amis de Sikasso, ce geste vient renforcer les liens d'amitié et allonger la chaîne de réalisation dans le cadre d'un jumelage de plus de 30 ans. C'est une action que nous voulons exemplaire à Mamassoni, comme elle l'a été à Mankourani, comme elle a été à Wayarma, comme elle est dans les autres CESCOM. Et je suis certain que ce n'est pas la dernière réalisation à Sikasso, c'est une page qui se tourne, mais le livre n'est pas fermé de l'amitié indéfectible que nous avons depuis 32 ans avec votre commune. 15 439 âmes seront couvertes par cette structure sanitaire de premier niveau et les autorités communales de louer l'amitié Brive Sikasso. Il est un devoir de saisir ce moment solennel pour remercier cette amitié qui a sévi entre nous, mais aussi à dire bravo à cette association humanitaire volontariste. Du Balafon au Yabara, l'ambiance était au sommet en attendant ce CESCOM dans 3 mois. Je vous l'annonçais en début de journal, le Fonds monétaire international s'engage à soutenir les réformes économiques des autorités maliennes, cela afin de permettre au Mali d'accroître son indice de développement. C'est la patronne de l'institution qui l'a annoncé au cours d'une audience que le président de la République lui a accordée. Christine Lagarde est au micro de Mohamed Diarra. Nous avons eu l'occasion de faire le point sur la situation économique, sur les réformes, sur l'avancement de l'ensemble des projets extrêmement ambitieux et courageux du président et du Premier ministre et de son gouvernement. Et le FMI apporte tout son soutien à ce mouvement de réforme et à l'amélioration qu'il apportera à l'économie du Mali. Au Conseil économique, social et culturel cet après-midi, Christine Lagarde a rappelé l'impérieuse nécessité pour notre pays de développer ses différentes potentialités. Pour ce faire, elle a rappelé que le Mali peut compter sur son institution. La directrice générale du FMI a aussi salué et encouragé l'engagement du président de la République à lutter contre la corruption. Amadou Sankare. Véritable creuset de la société civile, le Conseil économique, social et culturel est un haut lieu qui regroupe également tous les segments de l'économie de notre pays. Et ce n'est pas par hasard que la directrice générale du FMI a choisi cette institution pour s'exprimer. C'est avec un plaisir non dissimulé que je viens m'exprimer devant votre Assemblée. Je pense qu'une Assemblée telle que la vôtre, en raison de sa pluralité de vues, en raison de sa pluridisciplinarité de formation, d'origine, de métier, en raison de la tolérance qui bien souvent anime vos débats, eh bien, une institution de ce type est le mieux à même à la fois d'entendre tous les points de vue et de communiquer les siens dans le respect des vues de l'autre. Aujourd'hui, le Mali a besoin de cette institution pour une véritable relance de son économie après une crise politico-sécuritaire qu'il vient de traverser. Ce qui nous réunit ici, c'est la force d'un idéal de développement, faisant des pays les maillons d'une même chaîne de solidarité et de complémentarité agissante. J'espère entendre de vous les éléments de réponse multiples à une même question. Comment rendre vos conseils et votre aide plus adaptés aux réalités? Pour la patronne du FMI, l'enjeu consiste aujourd'hui à renforcer les fondamentaux économiques pour accélérer la croissance et la création d'emplois. Pour ce faire, elle propose une panoplie d'actions. Pour mettre à profit ce potentiel de confiance, de croissance, dont vous avez vous-même évoqué le mérite, eh bien, il faudra donner aux jeunes Maliens l'éducation, afin qu'ils puissent accéder à la fois aux métiers qui sont disponibles, qu'ils puissent réaliser les besoins. Pour réussir tout cela, il faut absolument lutter contre la corruption. Et sur la question, elle salue les initiatives en cours. L'engagement du président Keïta, auquel je rends hommage à cet égard, à faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, a recueilli un vaste soutien populaire.
Au cours de cette rencontre, il a été également question de l'assiette fiscale dans notre pays. Si on veut augmenter la pression fiscale, en réalité, il y a des options différentes. On peut élargir l'assiette, on peut mieux cerner aussi les opérations existantes, ce qui, je pense, dans notre cas, risque avoir notre faveur. Dans la mesure où nous pensons qu'il y a différents dispositifs que nous devons mettre en place pour pouvoir justifier que chacun paye l'impôt qu'il doit. Et là, on en arrive à la question du civisme fiscal. Madame la directrice générale, je voudrais me tourner vers vous pour exprimer 2 doléances. La première serait de vous demander de bien vouloir revenir nous voir dans quelques mois lorsque le Mali nouveau aura repris son envol et mesurer avec nous ce que le génie de son peuple travailleur et courageux aura produit. La seconde serait de bien vouloir trouver ici notre différente gratitude pour avoir, avec notre gouvernement, accepté la tenue de la présente rencontre au Conseil économique, social et culturel. Monsieur le Président, des doléances comme celles que vous venez d'exprimer, j'en accepte tous les jours. En 24 heures de visite, Christine Lagarde a fait des efforts remarquables. Bolokoni, quel est Tébélétan? 72 heures de visite, je rappelle Amadou Sankaré. En 4e région, la fondation Cheikh Mansour Aïdara vient de faire des dons composés de 2 corbillards et de vivres à la ville de Ségou. Leur valeur est estimée à environ 30 millions de nos francs. Candesila. 2 corbillards pour les quartiers Sido Soninkoura et Ségoura, 200 sacs de riz, autant de quantités de sucre, de farine, de bidons d'huile, de nattes et de couvertures destinés aux associations féminines et à la maison d'arrêt de Ségou. Ce don de la fondation Cheikh Mansour Aïdara est estimé à 30 millions de francs CFA. Ce geste est une modeste contribution à l'amélioration des conditions de vie des populations de Ségou. Nous avons fait ces dons dans le cadre de la fête de Mouloud et nous espérons que, Inch'Allah, chaque année, nous donner plus que ça, Inch'Allah. Geste de solidarité, mais aussi de développement à apprécier le gouverneur de Ségou. Les axes d'intervention de la Fondation Cheikh Mansour Aïdara sont en droite ligne avec la mise en œuvre des priorités nationales en ce qui concerne la protection sociale et le renforcement des capacités des ressources humaines et particulièrement celles des femmes. Du maire de Ségou au porte-parole des bénéficiaires et autres intervenants, tous ont salué la fondation Cheikh Mansour Aïdara pour sa contribution remarquable à l'amélioration des conditions de vie des Ségoviens. La Mali a remis des kits d'équipement d'environ 55 millions de francs CFA au district sanitaire de Kita. La cérémonie de remise a enregistré la présence des autorités locales du Kita, les agents socio-sanitaires et les ONG partenaires. Le reportage est de Fadim Bakita avec la voix de Nouhoum Sissoko. Cette remise d'équipements et de produits médicaux au district sanitaire de Kita vise à améliorer la qualité des soins de santé dans le cercle. Elle doit aussi contribuer à réduire la mortalité maternelle et infantile. Le Plan Mali, comme vous le savez, est une organisation humanitaire de développement centré sur l'enfant, dont sa vision est celle d'un monde dans lequel tous les enfants réalisent leur plein potentiel au sein des sociétés respectueuses des droits et de la dignité de la personne. Les autorités locales et les responsables du centre de santé de référence de Kita louent cette action à portée humanitaire. Ce jour est un jour mémorable pour les agents du CCRF de Kita, car nous bénéficierons d'un important lot de matériel. Nous profitons de l'occasion pour aborder notre problème de logistique, notamment les ambulances, qui constituent un maillon important dans le système de référence évacuation. Mes impressions, c'est des impressions de joie, de satisfaction et de reconnaissance à l'endroit du Plan Mali et de tout son staff. Plan Mali, dans cette activité, a bénéficié de l'appui de l'Agence canadienne pour le développement international. Au-delà de ce renforcement de capacité opérationnelle des services de santé, Plan Mali intervient dans les secteurs de l'éducation et du développement rural.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Nous vous présentons toutes nos excuses pour les multiples problèmes rencontrés au cours de ce journal. Les rendez-vous de demain, c'est avec Mohamed Touri dans la journée et Ibrahima Djombele pour les éditions du soir. Merci et très bonne suite de nos programmes.